et on est à moins d'une demi-heure de l'ouverture de Wall Street. On est en duplex comme chaque après-midi avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Et puis en plateau pour nous accompagner pour cette première partie d'émission, Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi. Quentin, bonjour. Bonjour Grégory. Grégory, l'actualité immédiate, c'est un chiffre d'emploi qu'on a eu il y a une demi-heure maintenant chez vous à New York. Les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de septembre. Prélude aux chiffres qu'on aura vendredi à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi. C'est un chiffre de création d'emplois dans le secteur privé qui s'affaiblit un peu, Grégory. Oui, il s'affaiblit légèrement, ou en tout cas il est aussi un tout petit peu en dessous des estimations. Il faut dire que le chiffre de mercredi, ce qu'on attend, je crois que c'est 173 000 créations d'emplois. C'est un chiffre qui est quand même relativement important parce que jusqu'à maintenant, la théorie de la Réserve fédérale, c'est que le marché de l'emploi, c'est vraiment ce qui va le mieux. Si tout d'un coup, il y avait un ralentissement ou une détérioration et qu'on voyait tout d'un coup ce chiffre vendredi de création d'emplois plonger, c'est clair que de nouveau, on se poserait ces questions par rapport à la réunion de la Fed. Il faut savoir que pour le moment, 60%, c'est un peu ce qu'on attend d'une hausse des taux. 60% des opinions sont donc pour une hausse des taux au mois de décembre. Bon, voilà, ce serait la deuxième hausse depuis celle de décembre 2015. Effectivement, un membre de la Fed s'est encore exprimé ces dernières heures, Charles Evans, qui se dit à l'aise avec l'idée d'une hausse de taux en décembre prochain. L'autre gros sujet pour les marchés, Quentin, concerne la Banque Centrale Européenne. Donc, je le rappelle, des rumeurs, des sources officielles au sein de la BCE qui se sont exprimées hier, rapportées par l'agence Bloomberg, qui commence déjà à évoquer l'idée de la manière dont on va réduire le programme d'achat de la Banque Centrale Européenne, avec un montant d'ailleurs qui est affiché. C'est peut-être d'ailleurs ça que le marché retient. L'idée, ce serait qu'à un moment, on pourrait réduire de 10 milliards d'euros par mois le programme d'achat de la BCE, qui est aujourd'hui fixé à 80 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne nouvelle qu'on commence déjà à réfléchir à cette stratégie de sortie, ou c'est encore beaucoup trop tôt et le marché n'y est pas prêt? Non, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si le marché était vraiment ultra surpris par cette annonce, aurait certainement plongé. Je pense que le marché est conscient et les intervenants sont conscients qu'on ne pourra pas tenir cette allure extrêmement longtemps. C'est-à-dire on a une politique quand même qui est très accommodante et qu'il va falloir trouver des nouveaux relais et une manière d'accompagner sur le long terme une politique accommodante. C'est-à-dire je pense que la BCE prend conscience qu'elle risque de devoir garder une politique accommodante pendant longtemps et de ce fait, elle est obligée un petit peu de réduire la voilure. Ouais. Oui, donc il ne faut pas du tout interpréter ça comme attention, bientôt on va cesser d'être accommodant et on va cesser de soutenir les marchés, en tout cas d'acheter des actifs sur le marché. On en achètera moins, mais pour en acheter peut-être plus longtemps que ce qu'on prévoit aujourd'hui. Oui, je pense que c'est plus sur le long terme. Je pense que ça va un peu c'est un peu en lien avec le discours de Mario Draghi sur la policy mix. Sur le policy mix, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi qu'il y ait des réformes structurelles. Ils ont clairement dit aussi que la BCE ne pouvait pas tout sur la reprise économique. Et ils s'aperçoivent que on le voit, de fait, les réformes structurelles prennent du temps à se mettre en place et qu'il va falloir certainement prolonger cette politique accommodante et on ne peut pas rester sur une trajectoire aussi importante. Après, je pense que le second point aussi, je pense que c'est la Banque du Japon qui a lancé un peu les hostilités sur un changement, une manière différente d'appréhender en fait cette politique accommodante et qu'elle soit un petit peu moins entre guillemets déstabilisante pour le secteur financier. Et je pense que tout ça va un petit peu dans le même sens. Et d'ailleurs, on voit le secteur financier en Europe qui réagit plutôt bien à ces annonces. Alors c'est encore assez disparate. Il y a quelques banques qui baissent et notamment des banques italiennes cet après-midi. C'est pas très clair sur les banques allemandes. Commerzbank est en repli, mais les banques françaises, le secteur financier français est en tête de la séance du jour. AXA, BNP Paribas, Société Générale progresse de 2 à 3% cet après-midi. Juste un mot, Grégory, de l'expérience américaine que vous avez vécue et qu'on a vécue en matière de réduction du programme d'achat. Il faut se souvenir, ça avait commencé en mai 2013, je crois, avec Ben Bernanke. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait un peu choqué le marché. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que Bernanke n'avait pas du tout préparé les marchés à cette annonce de ce qu'on appelait à l'époque le tapering. Le tapering, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Petit à petit, réduire la voilure et réduire les rachats d'obligations. Donc je pense que tout simplement la BCE, même si elle n'a encore rien annoncé, tout simplement va préparer les marchés pour éviter ce choc. Ce choc, il faut se souvenir, avait coûté, si je me souviens bien, entre 10 et 12% de baisse sur les principaux indices aux États-Unis au moment où Bernanke donc
avait parlé du tapering. Ouais, rappelons qu'entre le moment où Ben Bernanke en a parlé en mai 2013 et aujourd'hui, donc plus de 3 ans et demi après, on en est simplement à une hausse de taux. Voilà, donc c'est un processus de sortie très très long quand même, Quentin. Oui, clairement, c'est un processus qui est très lent. Donc c'est pour ça qu'on prépare doucement les marchés. Et je pense que l'idée, c'est vraiment pas de mettre d'à-coup sur cette croissance qui est quand même, et cette inflation aussi qui sont un peu flébards. Autre gros sujet, Grégory, le sujet politique. Alors on va venir à parler du Brexit dans un instant, mais le sujet de l'élection américaine, évidemment, qui est de plus en plus présent dans les esprits des investisseurs. C'était pas un débat entre candidats à la présidentielle, mais c'était le débat des vice-présidents potentiels hier. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'un vainqueur a été désigné par les sondeurs ou par le marché d'ailleurs, Grégory? Ben oui, et cette fois c'est exactement le contraire. Le vainqueur, c'est le candidat vice-président américain Mike Pence. Alors pourquoi c'est le vainqueur? C'est que tout simplement il a été exactement le contraire de son candidat président Donald Trump. Il a été calme, il a été plutôt constructif, il a bien expliqué le programme économique et politique, s'il y en a, du candidat républicain. Surtout il a montré beaucoup de sang-froid, et il avait vraiment, ou il donnait vraiment l'impression de connaître ses dossiers. Donc c'était exactement le contraire de Donald Trump. Par contre, le candidat démocrate s'énervait un peu, interrompait tout le temps le républicain. Donc on pouvait dire les rôles ont été inversés, malheureusement. Ou heureusement, ces débats de vice-présidents ne font jamais vraiment changer ni l'opinion, ni n'influencent beaucoup les gens qui n'ont pas encore fixé leur choix. Donc je pense que très très vite on va passer au vrai sujet, qui est de nouveau le nouveau débat qui aura lieu dimanche soir entre Donald Trump et Clinton. Et c'est un peu le débat de la dernière chance pour Trump. S'il ne se montre pas présidentiable, cette fois il aura vraiment plus aucune chance d'être élu en novembre. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous chaque après-midi pour nous donner les infos clés du jour pour les marchés américains. On attend l'ouverture de Wall Street dans une vingtaine de minutes. Et puis autre gros sujet politique en Europe cette fois. Anne-Sophie Balbir, vous êtes avec nous pour nous parler du vrai sujet pour les marchés, Quentin, concerne la Banque Centrale Européenne. Donc je le rappelle, des rumeurs, des sources officielles au sein de la BCE qui se sont exprimées hier, rapportées par l'agence Bloomberg, qui commence déjà à évoquer l'idée de la manière dont on va réduire le programme d'achat de la Banque Centrale Européenne, avec un montant d'ailleurs qui est affiché. C'est peut-être d'ailleurs ça que le marché retient. L'idée, ce serait qu'à un moment, on pourrait réduire de 10 milliards d'euros par mois le programme d'achat de la BCE, qui est aujourd'hui fixé à 80 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne nouvelle qu'on commence déjà à réfléchir à cette stratégie de sortie, ou c'est encore beaucoup trop tôt et le marché n'y est pas prêt? Non, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si le marché était vraiment ultra surpris par cette annonce, aurait certainement plongé. Je pense que le marché est conscient et les intervenants sont conscients qu'on ne pourra pas tenir cette allure extrêmement longtemps. C'est-à-dire on a une politique quand même qui est très accommodante, et qu'il va falloir trouver des nouveaux relais et une manière d'accompagner sur le long terme une politique accommodante. C'est-à-dire je pense que la BCE prend conscience qu'elle risque de devoir garder une politique accommodante pendant longtemps, et de ce fait, elle est obligée un petit peu de réduire la voilure. Oui, donc il ne faut pas du tout interpréter ça comme attention, bientôt on va cesser d'être accommodant et on va cesser de soutenir les marchés, en tout cas d'acheter des actifs sur le marché. On en achètera moins, mais pour en acheter peut-être plus longtemps que ce qu'on prévoit aujourd'hui. Oui, je pense que c'est plus sur le long terme. Je pense que ça va un peu c'est un peu en lien avec le discours de Mario Draghi sur la policy mix. Sur le policy mix, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi qu'il y ait des réformes structurelles. Ils ont clairement dit aussi que la BCE ne pouvait pas tout sur la reprise économique, et ils s'aperçoivent que on le voit, de fait, les réformes structurelles prennent du temps à se mettre en place, et qu'il va falloir certainement prolonger cette politique accommodante, et on ne peut pas rester sur une trajectoire aussi importante. Après, je pense que le second point aussi, je pense que c'est la Banque du Japon qui a lancé un peu les hostilités sur un changement, une manière différente d'appréhender en fait cette politique accommodante, et qu'elle soit un petit peu moins entre guillemets déstabilisante pour le secteur financier. Et je pense que ça va
ça va un petit peu dans le même sens. Et d'ailleurs, on voit le secteur financier en Europe qui réagit plutôt bien à ces annonces. Alors, c'est encore assez disparate, hein. Il y a quelques banques qui baissent, et notamment des banques italiennes cet après-midi. C'est pas très clair sur les banques allemandes, Commerzbank est en repli, mais les banques françaises, le secteur financier français est en tête de la séance du jour. AXA, BNP Paribas, Société Générale progressent de 2 à 3% cet après-midi. Juste un mot, Grégory, de l'expérience américaine que vous avez vécue et qu'on a vécue en matière de réduction du programme d'achat. Il faut se souvenir, hein, ça avait commencé en mai 2013, je crois, avec Ben Bernanke, et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait un peu choqué le marché. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que Bernanke n'avait pas du tout préparé les marchés à cette annonce de ce qu'on appelait à l'époque le tapering. Le tapering, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Petit à petit, réduire la voilure et réduire les rachats d'obligations. Donc je pense que tout simplement la BCE, même si elle n'a encore rien annoncé, tout simplement va préparer les marchés pour éviter ce choc. Ce choc, il faut se souvenir, avait coûté, si je me souviens bien, entre 10 et 12% de baisse sur les principaux indices aux États-Unis au moment où Bernanke donc avait parlé du tapering. Oui, rappelons qu'entre le moment où Ben Bernanke en a parlé en mai 2013 et aujourd'hui, donc plus de 3 ans et demi après, on en est simplement à une hausse de taux, hein. Voilà, donc c'est un processus de sortie très très long quand même, Quentin. Oui, clairement, c'est un processus qui est très lent. Donc c'est pour ça qu'on prépare doucement les marchés. Et je pense que l'idée, c'est vraiment pas de mettre d'à-coup sur cette croissance qui est quand même, et cette inflation aussi, qui sont un peu flébards. Autre gros sujet, Grégory, le sujet politique. Alors on va venir à parler du Brexit dans un instant, mais le sujet de l'élection américaine, évidemment, qui est de plus en plus présent dans les esprits des investisseurs. C'était pas un débat entre candidats à la présidentielle, mais c'était le débat des vice-présidents potentiels hier. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'un vainqueur a été désigné par les sondeurs ou par le marché d'ailleurs, Grégory? Mais oui, et cette fois c'est exactement le contraire. Le vainqueur, c'est le candidat vice-président américain Mike Pence. Alors pourquoi c'est le vainqueur? C'est que tout simplement il a été exactement le contraire de son candidat président Donald Trump. Il a été calme, il a été plutôt constructif, il a bien expliqué le programme économique et politique, s'il y en a, du candidat républicain. Surtout il a montré beaucoup de sang-froid, et il avait vraiment, ou il donnait vraiment l'impression de connaître ses dossiers. Donc c'est exactement le contraire de Donald Trump. Par contre, le candidat démocrate s'énervait un peu, interrompait tout le temps le républicain. Donc on pouvait dire les rôles ont été inversés, malheureusement ou heureusement. Ces débats de vice-président ne font